Vous commencez le golf, vous avez bientôt commencé, alors félicitations, parce que c'est le plus beau sport du monde. Et bien dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer comment ça se passe, dans l'ensemble, le clubhouse, le matériel, le parcours, etc. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses, et surtout j'espère que vous allez devenir des golfeurs passionnés. Je suis ici dans le Pro Shop, c'est ici qu'on peut acheter du matériel, des balles, du textile, mais également son droit de jeu, ce qu'on appelle le green fee. Le green fee, c'est le droit d'aller sur le parcours. Je passe à la réception, je demande un green fee, j'ai réservé mon heure de départ la veille ou un jour avant, et puis ben voilà, départ à 14 h, je prends mon green fee à la réception et je vais jouer. Je suis ici sur le green d'approche, le green d'entraînement. En fait, c'est un green où vous voyez qu'il y a beaucoup de trous. Ce n'est pas un green qui fait partie du parcours, c'est simplement une zone d'entraînement qui est à côté du clubhouse sur laquelle les joueurs peuvent s'entraîner toute la journée s'ils le veulent. Alors, sur certains clubs, c'est un green d'approche et un green de putting green pour le putting bien distinct. Dans ce club-là, c'est le même. Ça dépend des clubs. Alors, je peux donc soit m'entraîner aux approches. Les approches, c'est ce coup qui fait voler la balle un petit peu pour la rapprocher du trou par la suite, comme ceci. Ou bien, je peux également utiliser mon putter, prendre quelques balles et m'entraîner à putter sur le green. Alors c'est très important évidemment, puisque c'est un compartiment du jeu qui est fondamental pour le score. Si je ne mets pas la balle dans le trou, ça commence à être compliqué. Alors j'arrive maintenant sur le practice. Le practice, il y en a sur quasiment tous les golfs. C'est vraiment une zone importante parce que c'est là où on va pouvoir s'exercer. On achète un saut de balle, un jeton, ça coûte quelques euros pour une quarantaine de balles. Et puis là, je vais avoir tout le temps que je veux pour m'entraîner, m'exercer. Alors c'est une zone importante puisque tous les golfeurs y passent. Et bien souvent, c'est ici que vous allez prendre la leçon avec votre professeur. Donc le practice, c'est ici et je m'entraîne à taper des balles. Quand vous arrivez au practice, alors vous avez un certain nombre de balles. Mon conseil, c'est de ne pas tomber dans l'esprit mitraillette, taper une balle, une balle, une balle, parce que, comme on le voit souvent, les joueurs commencent à être assez appliqués sur les 3-4 premières balles. Et puis au bout d'un moment, on perd cette application et puis on tombe dans cette fameuse méthode de la mitraillette. Alors ici, j'ai tout mon sac. Prenez l'habitude de varier vos clubs. Tapez à peu près tous les clubs du sac ou 1 sur 2. Commencez par les clubs courts, terminez par le driver. C'est vraiment important. Et à chaque fois que je tape une balle au practice, alors je sais que c'est facile à dire, c'est un petit peu plus difficile à appliquer, mais à chaque balle, vous devriez mettre autant d'importance qu'une balle qui est jouée sur le parcours. On ne va pas jouer une balle n'importe comment. Donc ça veut dire quoi? Faire une routine de préparation à chaque balle, prendre une cible et puis garder l'équilibre jusqu'à ce que la balle s'arrête. Le coup, c'est à partir du moment où j'identifie ma cible jusqu'à ce que la balle s'immobilise à son endroit. Alors je me mets en place, j'ai pris là ici un fer neuf. Quelle cible je veux? Voilà, je vais passer au-dessus du drapeau là-bas. Voilà, ça c'est mon objectif. J'ai une cible, je fais ma routine, je suis vigilant sur mes fondamentaux et à partir de là, je vais vraiment jouer ce coup-là comme si j'étais sur le parcours. Dans ma tête, c'est aussi important, cette balle est aussi importante que celle que je dois jouer sur le parcours le jour d'une compétition par exemple. Donc le coup d'essai, je fais mon coup d'essai et je joue avec autant d'application que sur le parcours, très important. Alors voilà, il faut vraiment que vous soyez vigilant sur le practice à emmener l'esprit du jeu du golf, du parcours sur le practice. Parce que de taper mitraillette, comme on peut le voir, on voit souvent ça. Hop, hop, on en remet une. Je ne sais même pas ce que fait la balle. La question, c'est qu'est-ce que j'ai appris sur cette balle? Il vaut mieux finalement rater la balle avec beaucoup de concentration que de la réussir en ne faisant pas attention. Parce que cette balle réussie ne vous apportera rien. Je veux toujours être vigilant et taper la balle comme si j'étais sur le parcours. C'est très important, ça vous fera progresser très vite.
Qu'y a-t-il dans un sac de golf? Alors ici, j'ai sorti tous mes clubs, je les ai posés par terre pour que vous compreniez bien. J'ai 14 clubs dans mon sac de golf. Eh bien, c'est 14 maximum, je n'aurai pas le droit d'en avoir 15. On a le droit d'en avoir moins, mais pas le droit d'en avoir plus que 14. Alors, on a 3 grandes familles de clubs de golf. Je vais commencer par la famille des fers. Ils sont ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 fers dans mon sac. Alors, ils sont tous numérotés. Ici, vous avez le numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, ils vont changer de nom parce qu'on a une famille dans la famille des fers qui s'appelle la famille des wedges. Pitching wedge, sand wedge et sand wedge encore plus ouvert. En réalité, j'ai le 52 et le 56 degrés. Alors, quelle est la différence fondamentale entre ces différents fers? Sachant que chacun de ces clubs-là doit faire une distance différente. À swing égal, lorsque je swing de la même façon, j'ai une distance différente que la balle va parcourir selon que je prenne un sandwich par exemple ou un fer numéro 3. Alors voici la première différence entre ces clubs. J'ai pris les deux clubs opposés, le sandwich, 56 degrés d'ouverture ici, et le fer numéro 3. Eh bien on voit très clairement qu'il y a une grande différence de taille. En fait, cette différence de taille existe entre tous les clubs. Alors là, comme j'ai deux clubs opposés, elle est très flagrante, mais si je prenais ici le fer 3 et le fer numéro 4, on voit qu'il y a à peine 1 cm d'écart. Mais c'est une réelle différence et ça va jouer sur la vitesse. Ce qui veut dire qu'à swing égal, à vitesse de swing égale, eh bien la tête de club du fer 3 va aller un petit peu plus vite qu'avec le fer 4, étant donné que j'ai un bras de levier plus important avec le fer numéro 3. Et la deuxième différence, je pense que vous l'avez déjà compris, c'est l'ouverture de la face de club. Alors, je vais commencer ici par le 56 degrés. Alors, si j'appuie sur cette tête de club, on va mettre sa face parfaitement à plat. On voit que ça, c'est l'angle d'inclinaison de la face de club. C'est-à-dire que lorsque je tape ce coup de sandwich, voici l'angle de décollage de la balle lorsque je la frappe. Si je prends le 52 degrés, là j'avais le 56, le sandwich 52 degrés, bien on voit qu'il a évidemment 4 degrés d'écart. Si je prends le pitching wedge, qui doit faire à peu près 49 degrés, on a encore une différence notable. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que là j'ai le pitching wedge, là j'ai le fer 9, mais on va se rendre compte que le fer 9 vole un petit peu moins haut que le pitching wedge. Et ainsi de suite, évidemment. Donc là, si je fais avec le fer 7, j'ai le fer 7 ici, 6, 5, le fer 5, je mets bien à plat. Voilà les différences entre le fer 7 et le fer 5. Entre le fer 5 et le fer numéro 3, voilà, on voit qu'on a un club qui est de plus en plus tendu. Et si je fais le grand écart entre le sandwich et le fer 3, on voit qu'il y a une grande différence d'inclinaison de la balle au moment du décollage. Donc en clair, avec ce club-là, je vais avoir une balle qui va voler plus haute et moins vite. Et avec ce club-là, je vais avoir une balle qui va partir beaucoup plus tendue et plus vite. Alors plus vite, je vous l'ai expliqué pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Imaginons un moteur de voiture. Le moteur tourne toujours à la même vitesse, mais que je passe la première ou la cinquième, je vais avoir une vitesse de roue qui n'est pas du tout la même. Et bien là, c'est pareil. Je dirais que là, j'ai la première et là, la cinquième. À vitesse de swing égale, cette tête de club ira moins vite qu'avec celui-ci. Alors voilà la différence fondamentale entre les fers. C'est pour ça qu'on en a autant. En fait, un joueur moyen va avoir à peu près, je dirais, entre 5 et 10 mètres d'écart en distance entre deux clubs. C'est-à-dire que personnellement, j'ai à peu près 10 mètres. Entre un fer 7 et un fer 8, je vais parcourir 150 mètres avec un fer 7 et à peu près 140 mètres avec un fer 8. Alors voilà la grande famille des fers. Il y a une autre famille qui m'intéresse, là c'est la famille des bois. Les voilà. Alors les bois sont les clubs les plus puissants du sac. On les appelle encore les bois, mais ils ne sont plus en bois depuis plus de 20 ans maintenant. Ils sont maintenant en titane ou en acier ou en aluminium. Peut-être pas l'aluminium. On a différents alliages maintenant qui font les têtes. Alors l'avantage de ces alliages-là, c'est d'avoir un club beaucoup plus léger, donc plus volumineux. Ces clubs-là ont connu la même évolution que les raquettes de tennis par exemple. Les alliages ont permis d'avoir un tamis beaucoup plus grand, donc une surface de frappe beaucoup plus tolérante. Et bien c'est la même chose avec les bois. Aujourd'hui on a des clubs qui sont beaucoup plus volumineux pour le même poids, et donc la surface de tolérance de frappe de la balle est beaucoup plus large, donc tolérante. Alors ici j'ai le driver, c'est le bois numéro 1, et ici j'ai le bois 3, bois numéro 3. En fait, on a à peu près les mêmes différences entre ces deux clubs-là qu'entre par exemple le fer 3 et le fer 5. On voit que le driver est plus long et que le bois 3 lui est moins long, mais on a également les mêmes spécificités d'ouverture. Le driver, celui-ci est ouvert à 9 degrés, alors que le bois 3 est ouvert à 14 degrés. Donc on a effectivement un club à un bois 3 qui va aller un peu moins loin que le driver. Le driver va un peu plus loin que le bois 3.
Mais ces clubs-là sont les plus puissants du sac, puisque même si je compare par rapport au fer le plus puissant du sac, le fer 3, on voit que le bois 3 est encore beaucoup plus long. Et le driver, évidemment, encore plus. Voilà. Alors, il y a un club là, que je n'ai pas encore présenté, c'est celui-ci. Alors, je l'ai classifié dans la famille des bois. En réalité, il est entre les deux familles, de fer et de bois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le club hybride. Alors, vous avez vu que mes fers s'arrêtent au fer numéro 3. À une époque, on jouait les fers 2 et le fer 1. Eh bien, ces clubs-là sont vraiment difficiles à jouer. Et aujourd'hui, les fabricants ont créé ce club hybride. C'est un club qui mélange les technologies du fer, notamment dans sa position de départ, et la technologie du bois, notamment dans le volume de sa tête. C'est le club qui remplace le fer 2, fer 3, mais également, fer 2, fer 1, mais également le fer 4, le fer 5 de plus en plus. C'est un club qui est beaucoup plus tolérant, justement pour ça, parce que sa face de club est plus volumineuse, et donc j'ai une surface de frappe qui est beaucoup plus tolérante. Alors là, j'ai un club qui est une famille de clubs à lui tout seul. C'est le putter. Ce club-là me permet de faire rouler la balle sur le green. Lorsque je suis sur le green, j'utilise le putter. Là, pas question de faire voler la balle ou de l'envoyer loin, c'est juste un club de balancier pour faire rouler la balle, se rapprocher du trou, dans l'idéal même rentrer la balle dans le trou. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Voilà pour le matériel, je pense que j'ai fait le tour. Dans mon sac, il y a deux choses là que j'aimerais vous présenter, ce sont des capuchons. Vous allez voir ça dans tous les sacs de golf. Alors ce sont des capuchons, celui-ci c'est le capuchon du driver. Alors à quoi il sert? D'une part, aujourd'hui les clubs sont vernis, ils sont même très jolis, c'est des petites œuvres de créateurs de design. Le driver est très long, on sait qu'il est plus long que n'importe lequel des fers. Dans le sac, le fer va avoir tendance à choquer le manche du driver. Le manche est en graphite, c'est du carbone. Et bien, avec le temps, si je frappe comme ça le manche, et bien le manche va s'écailler, voire se casser. Donc le capuchon est juste là pour protéger le vernis, mais surtout le manche, protéger le manche de choc des autres clubs. Alors ça, c'est toujours bien de le savoir. Voilà pourquoi il y a des capuchons. J'en ai un également pour le bois 3. Ensuite, dans mon sac, j'ai évidemment des balles de golf. Ça semble être une évidence. Mais attention, si je fais une partie et que je perds toutes les balles de mon sac, eh bien les règles ne tolèrent pas que vous empruntiez des balles à un partenaire de jeu. Dans les règles, si vous perdez toutes vos balles, vous arrêtez la partie. Donc c'est important d'en avoir plus qu'une. Puis bon, on en perd, hein, donc effectivement, on en trouve aussi. J'ai également 2 ou 3 gants. Alors le gant de golf se positionne à la main gauche pour les droitiers. Pour quelle raison? Je mets mon gant sur la main gauche, je prends un club, et en fait, le gant est très agréable parce qu'il permet de créer un bon grip, enfin une bonne accroche entre le caoutchouc du manche là et le cuir du gant, le cuir où c'est de la matière synthétique parfois. Et bien voilà, ça me permet de bien maintenir mon club, d'éviter les ampoules d'une part, puisque la main gauche c'est la main qui est la plus sollicitée sur le club, et puis ça me permet de relâcher les mains en n'ayant pas peur de lâcher le club. Donc c'est vraiment important d'avoir un gant en bon état, toujours dans le sac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai également, évidemment, alors là on a quelques accessoires. J'ai des tis. Alors ça c'est très important les tis parce que c'est ce qui permet de positionner la balle sur le départ. En fait on a le droit à tous les départs, on a le droit de mettre un tis sur le départ, enfin la balle sur le tis. On positionne comme ça. Et c'est quand même plus facile de taper une balle lorsqu'elle est sur le tee. Et je dirais même que c'est obligatoire, on ne peut pas taper, par exemple ce club-là, le driver, sans tee. Je suis obligé d'utiliser un tee pour taper le driver, donc il faut des tees. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai également une marque ici, une marque, on en a d'autres ici, j'en ai une autre sur la casquette là. La marque permet de positionner, de repérer l'endroit où ma balle se trouve sur le green, c'est-à-dire que seulement sur le green. Quand je suis sur le green, ma balle est à un endroit, je positionne la marque derrière, je peux retirer ma balle, la nettoyer, laisser les autres joueurs jouer et repositionner ma balle une fois que tout le monde a joué. J'ai également ici un relève pitch. Alors un relève pitch, ça sert à quoi? Un relève pitch permet de réparer la marque de la balle lorsqu'elle arrive sur le green. Une balle qui part de 100 mètres et qui tombe directement sur la surface de green, qui est très bien entretenue, très belle, eh bien, va marquer, faire un trou, un petit trou dans le green. Grâce à cette griffe à dedans, là, je vais pouvoir réparer, décompacter la terre et réparer le trou de manière à ne pas endommager le green. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors important, de l'eau, évidemment, surtout par des journées comme celle-ci, parce qu'on se déshydrate rapidement sans même s'en rendre compte. J'ai également du sparadrap que je mets
en cas d'ampoule. Ça peut aider, ça peut sauver une partie parce qu'une ampoule c'est très, très douloureux. J'ai également un outil ici qui est très intéressant, qui n'est pas obligatoire mais qui est quand même très confortable. On appelle ça un télémètre laser. Pourquoi? Parce que c'est une jumelle avec une visée laser. Tant pis. Avec une visée laser qui me permet de déterminer précisément la distance entre le drapeau et moi. C'est-à-dire que là, si je regarde ce drapeau-là, voilà, j'ai 51 mètres jusqu'au drapeau. Alors c'est très confortable parce qu'à partir du moment où je suis à ma balle, j'ai besoin de connaître la distance pour savoir quel club je vais utiliser pour envoyer ma balle jusqu'au drapeau. Grâce à ces lunettes de visée laser, ces télémètres, on peut connaître immédiatement et au mètre près la distance. Très confortable, je sais quel club utiliser, etc. Et bien voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour du sac. Je pense rien oublier, si peut-être la serviette. Alors, comme vous le voyez, j'ai une serviette ici qui est attachée à mon sac. Alors à quoi sert la serviette? Tout simplement, ça peut aider. Ça peut permettre de tout simplement nettoyer le club. Lorsque je tape un coup de golf sur l'herbe, eh bien, un peu de terre, un petit peu d'herbe broyée va se caler sur la tête de club. Il suffit simplement de la nettoyer comme ceci pour garder un club en bon état et surtout efficace pour le prochain coup. Parce que si de la terre est collée dans les stries c'est les parties striées dans le club, la terre pourrait venir dans le club et empêcher la balle de bien voler, de prendre les effets désirés sur le prochain coup. Voilà, et évidemment, je ne vais pas présenter le sac en lui-même, mais vous l'avez compris. Ce sac me permet de ranger tous mes clubs, de ranger tous mes accessoires. Je peux le porter sur mon dos, je peux le mettre sur un chariot et aller jouer. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Juste une dernière chose. Quand vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin d'avoir tout cet attirail-là. Les débutants, bien souvent, commencent avec ce qu'on appelle une demi-série, ce qui veut dire un fer 5, un fer 7, un fer 9, un sandwich, un bois 3, un putter. Ça fait 6 clubs, c'est largement suffisant. Ne vous faites pas griser par toute cette profusion de matériel dans certains magasins. Partez sur une demi-série, ce qui vous durera la première année, on va dire. Puis au bout d'un an, vous verrez le matériel de vos camarades et puis vous verrez que celui-ci vous plaît plus qu'un autre, etc. Voilà, tout simplement. J'espère que vous comprenez mieux l'attirail parce que c'est pas évident de s'y retrouver. Je pense que ça a été assez clair. Un parcours standard compte 18 trous. Certains parcours n'ont que 9 trous, auquel cas pour faire l'équivalent d'un parcours complet, on fait 2 fois le 9 trous. Alors sur 18 trous, on a 3 types de trous bien distincts. Les par 3, les par 4, les par 5. Habituellement, il y a 10 par 4, 4 par 3 et 4 par 5. Si j'additionne la totalité de ces trous, on arrive à 72. 72 est le par du parcours, ce qui veut dire que quelqu'un qui prendrait le départ au 1 et arriverait au 18 en ayant fait 72 coups aurait joué dans le par, c'est-à-dire 0. Alors pourquoi des par 3? Eh bien tout simplement parce que techniquement, on peut envoyer la balle directement sur le green en 1, plus de putts, ça ferait 3. 1 par 4, on ne peut pas aller en 1, mais on peut aller en 2 dessus techniquement. Plus de putts, ça fait 4. Et les par 5, on peut quasiment jamais aller en 2 dessus, excepté peut-être les très bons joueurs qui tapent très loin. Donc c'est 3 coups pour le green, plus de putts, ça fait 5. Certains parcours ne peuvent avoir que 3 par 5 par exemple. Auquel cas, ce sont des par 71. Mais dans 80% des cas, ce sont des par 72. Alors, quelque chose importante, au départ de chaque trou, on trouve une pancarte comme celle-ci. Souvent même, on a le dessin du trou, le tracé du trou pour savoir où jouer. On a quelques informations qui sont un peu différentes selon les règles internationales, comme ici je ne suis pas en France. Ces informations-là vont différer selon les pays. Mais d'une manière générale, sur chacun des trous, on a 4 départs. 2 départs pour les hommes, les blancs pour les hommes qui sont mieux classés que 15, les jaunes pour les hommes qui sont classés moins bien que 15 de classement. Et chez les femmes, même principe avec les bleus et les rouges. Me voici sur l'aire de départ. Donc je jouais mon coup, c'est la mise en jeu, puisque c'est le premier coup du trou. Alors ce qu'il faut savoir sur l'aire de départ, c'est que je peux planter mon tee, puisqu'on utilise toujours un tee au départ, quel que soit le club utilisé d'ailleurs. Je vais planter mon tee toujours dans un rectangle qui est équivalent à une ligne qui passe entre les 2 boules ici, donc pas le droit de planter au-delà évidemment, mais en arrière, au maximum, 2 clubs en arrière. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de planter mon tee ailleurs que dans ce rectangle. Donc je vais mettre en place ici. J'utilise sur ce par 4 un driver. Et puis voilà.
Je récupère mon tee et puis nous nous retrouvons à la retombée de la balle pour voir ce qui se passe. Alors voici ma balle après mon drive, elle est arrivée légèrement dans le rough. Alors le rough, c'est la partie qui est un petit peu moins bien tondue du parcours. Ici j'ai le fairway, c'est la partie idéale pour se retrouver. C'est là où je suis sûr de retrouver ma balle d'une part et d'avoir un lie, ce qu'on appelle le lie, c'est la position de la balle au sol optimum. Elle est légèrement dans le rough, mais on voit que le rough est pas très épais, donc ça ne me gêne pas vraiment. Le trou est juste devant moi. Je vais jouer mon deuxième coup. Alors voici mon deuxième coup, il est arrivé sur le green, c'était l'objectif puisque c'est un par 4, 2 sur le green. Si je fais 2 putts, eh bien je ferai le par. Si je fais qu'un seul putt, je ferai un coup en dessous du par, c'est-à-dire un birdie. Et si malheureusement je fais encore 3 coups pour terminer ce trou-là, eh bien je ferai un bogey, c'est-à-dire un coup au-dessus du par. Alors quand je suis sur le green, j'ai le droit de putter avec le drapeau dans le trou, mais si jamais je touche le drapeau, je prends 2 coups de pénalité. Donc j'enlève le drapeau. Évidemment, entre partenaires de jeu, on bouge mutuellement le drapeau de manière à aider ses camarades. Alors, je vais putter en espérant faire qu'un seul putt, mais surtout mon objectif, c'est de ne pas en prendre plus que 2. Si je fais 2 putts, je suis dans le par, je suis dans le standard du trou, ça m'irait très bien. Eh bien, ça fera 2 putts. Elle n'est pas rentrée, évidemment, cette distance, c'est pas évident. Mais je vais pouvoir faire un par. Je remets le drapeau. Et on va au trou suivant. Le premier type d'obstacle que vous trouverez sur le parcours, c'est le bunker, c'est-à-dire un trou comme celui-ci avec du sable dedans. Donc il faut savoir en sortir, c'est pas toujours évident, il faut s'y entraîner un petit peu, connaître les techniques de base. Alors ce qui est important de savoir, c'est que dans le bunker, comme dans tous les obstacles d'ailleurs, je n'ai pas le droit de toucher le sol autrement que pour jouer mon coup. C'est-à-dire que quand je vais adresser la balle, c'est-à-dire me positionner prête à la jouer, je n'ai absolument pas le droit de toucher le sable. Je n'ai même pas le droit de toucher le sable lorsque je prends mon élan arrière. Mais je n'aurai le droit de toucher le sable qu'au moment de l'impact. Si jamais je touchais le sable avant de toucher la balle, enfin avant l'exécution même du coup, j'écoperai de 2 coups de pénalité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un obstacle, mieux vaut les éviter, mais le bunker n'est pas un coup si compliqué que ça. Il faut savoir le faire et une fois qu'on a compris la technique, c'est pas très compliqué. Je me mets en place. J'utilise évidemment pour ça le club prévu à cet effet qui s'appelle le sand wedge. Je me mets à l'adresse, je ne touche pas le sable et là je vais jouer vers le trou. Alors il ne faut pas oublier de ratisser le bunker après le coup parce que si quelqu'un tombe dans mes traces, lui n'aura pas le droit d'effacer mes traces avant de jouer et ça le pénaliserait. Et ça fait partie de l'étiquette que de toujours ratisser. Voici le deuxième type d'obstacle que nous trouvons sur le parcours, c'est l'eau, l'obstacle d'eau. Alors ici, j'ai un obstacle d'eau simple. Je le sais parce que c'est un piqué jaune. On verra après qu'il y a aussi des obstacles d'eau dits latéraux qui sont piquetés en rouge. Alors l'obstacle d'eau, eh bien j'ai différentes solutions. Ma balle est rentrée en direction du drapeau, mais elle est tombée au milieu de la mare. Ce qui est très important, c'est de repérer toujours le point d'entrée de ma balle. Ma balle est rentrée ici. On sent que la ligne qui démarre l'obstacle d'eau est ici. Donc voilà le point d'entrée. J'ai plusieurs solutions pour dropper. La première, c'est de rejouer mon coup de là où j'ai joué mon coup précédent. La deuxième serait éventuellement de jouer dans l'obstacle, au cas où il n'y aurait pas d'eau. Enfin, j'ai toujours le droit de jouer dans l'obstacle, pourquoi pas. Et la troisième, c'est de tirer une ligne qui passe entre le drapeau et mon point d'entrée. Et j'ai le droit de dropper aussi loin derrière que je veux. Alors, je vais utiliser cette option-là. Le drapeau, le point d'entrée, aussi loin que je veux. J'ai le droit de dropper ici. Un drop, c'est toujours hauteur d'épaule. Je laisse tomber la balle sans lui donner d'effet. Ma balle est droppée, elle est de nouveau en jeu. Je peux maintenant la jouer. Alors voici un obstacle d'eau latéral. Alors je sais que c'est un obstacle d'eau latéral parce que
Le piqué est rouge. Alors à la différence des obstacles d'eau, l'obstacle latéral me donne d'autres options de drop. J'ai le droit de dropper depuis l'endroit où j'ai joué mon précédent coup, soit j'ai le droit de jouer dans l'eau, imaginons que la mare soit à sec par exemple et qu'il y ait de l'herbe, j'ai le droit de jouer dedans. Et puis la dernière solution, c'est de dropper latéralement, soit sur cette rive, soit sur la rive opposée sans me rapprocher du trou, à 2 longueurs de club. C'est-à-dire que ma balle a volé ici, elle est rentrée dans l'eau au milieu de l'obstacle, mais elle a croisé l'entrée de l'obstacle à cet endroit-là. Donc d'ici, j'ai le droit à 2 longueurs de club pour dropper ma balle. Donc je repère la zone de drop et j'ai le droit de dropper dans cette zone, un petit peu en arrière. Je drop ma balle, la balle est nouveau en jeu. Alors ça coûte un coup de pénalité, c'est-à-dire que j'ai pris mon départ, j'ai tapé mon premier coup, 2 je drop et là je joue mon 3e coup. Vous voyez ce piqué blanc? Eh bien c'est le piqué le moins apprécié des golfeurs. Pourquoi? Parce qu'il signifie que je suis à la limite du terrain. Ma balle a donc dépassé, a franchi les limites du terrain. Et je n'ai plus le droit de la jouer. Cette balle est considérée comme étant perdue, si vous voulez. J'ai le droit de la récupérer, bien évidemment, mais elle n'est plus en jeu. Je la récupère et la seule alternative que j'ai, c'est de retourner au coup précédent pour rejouer mon coup avec 2 coups de pénalité. Alors on dit 2 coups de pénalité, en réalité, j'ai mis un coup hors limite. J'ai un coup de pénalité pour replacer une nouvelle balle et je vais donc jouer mon 3e coup du départ. Oh! Ah, quel coup horrible! Alors ça arrive à tout le monde, j'ai vraiment mis ma balle très à gauche là-bas. Donc je sais que là-bas, a priori, elle est hors limite ou alors je risque de la perdre. Alors dans cette situation-là, je ne vais pas aller là-bas constater si elle est perdue, si je peux la rejouer ou quoi. On a une règle qui est très importante, c'est la règle de la balle provisoire. Donc je vais chercher une nouvelle balle. Et puis je vais rejouer un 2e coup en annonçant que c'est une balle provisoire. Pourquoi j'annonce? Parce que si je ne dis pas balle provisoire, ça veut dire que cette balle va remplacer la première balle. C'est-à-dire que la première balle n'existe plus. Je dis provisoire, ce qui veut dire que si je ne retrouve pas la première, eh bien je jouerai là-bas sur la 2e, mon 3e coup, mon 4e, pardon. Parce que là je tape un coup, elle est peut-être perdue. 2, je repositionne une balle, c'est mon coup de pénalité. Et je vais taper maintenant mon 3e coup. Si je retrouve ma première balle et qu'elle est jouable, je taperai mon 2e coup depuis ma première balle. Et si je ne la retrouve pas, je pourrais taper mon 4e coup depuis celle-ci, à considérer qu'elle soit bonne. Allons-y. Je vais maintenant vous présenter les différents clubs du sac et vous parler de technique d'une manière générale. Je vais taper plusieurs coups avec différents clubs en vous expliquant dans les larges mesures à quoi correspond le swing de golf. Alors, je vais commencer par le sandwich ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon swing de golf tient toujours sur des bases précises, à savoir le grip, l'alignement et la posture. Quand on a déjà ces 3 bons éléments, on a déjà beaucoup de choses. Je vais rajouter un dernier point, c'est la position de la balle dans les pieds. Lorsque j'ai un bon grip, ici, donc main gauche légèrement par-dessus, je superpose ou je croise les 2 doigts ici. Je reprends le grip de la main droite avec un V qui pointe en plein au milieu du corps, ici, les mains légèrement en avant. Et surtout dans la posture, je veux une position tonique. On se rend compte que j'ai les genoux qui sont légèrement fléchis, les hanches légèrement fléchies, et que mon corps sert de portique, finalement, au balancé de ce club, ici. Alors je prends le sandwich, c'est le club le plus court du sac, celui qui va aller le moins loin, hormis le putter évidemment. Et ce qui est important dans un swing de golf, c'est d'être toujours relâché, libre et de trouver du rythme. Je suis en place et je vais chercher toujours à bien rythmer mon coup. Alors on voit que le sandwich est une balle qui fait voler la balle relativement haute. Avec ce club, je fais à peu près 80 mètres. Maintenant, je vais prendre, allez, le fer 9 par exemple. Je fais personnellement 125 mètres à peu près avec ce club. La technique n'est pas très différente. C'est un club plus puissant. Je dirais simplement qu'on va modifier légèrement la position de la balle dans les pieds. Et puis je vais me retrouver un peu plus droit parce que le club est un peu plus long, c'est tout. Mais après, en termes de swing et de manière d'exécuter le geste, je reste à peu près fidèle à ce que j'ai fait avec le sandwich. Alors on sent que la balle vole un petit peu moins haute et donc elle va plus loin.
Allez, on va passer par exemple au fer 7. Le fer 7, toujours même chose. La grande différence réside dans la position de la balle. Hein, si je résume ici, la position du sandwich est une position plutôt pied droit ici. Le fer 9 se retrouvait un petit peu moins au pied droit. Le fer 7 légèrement à droite du milieu des pieds. Et la technique reste la même. J'adapte ma posture à ce que me demande le club. Je suis toujours dans une excellente position, c'est très important. Je place ma rotation, le poids vient à droite. Je suis relâché dans les bras, je me pose à peine pas beaucoup de questions ici. Qu'est-ce qui se passe? Je laisse venir le club. Les poignets vont fonctionner naturellement. Il y a un armement de poignet, un bras gauche qui reste allongé naturellement également. Et je laisse faire le rythme. Simplement, je ne force pas, je laisse simplement vivre le club. Ensuite, alors on va changer de club, je vais prendre un club un peu plus puissant, allez le fer 5 par exemple. Alors le fer 5, il est dans la famille des fers puissants, il est un petit peu plus compliqué à jouer. Alors cette fois-ci, je ne vais plus mettre la balle à droite du milieu, mais comme le club me le demande, je vais mettre la balle un petit peu à gauche du milieu des pieds. C'est un club plus puissant, il demande un peu plus de stabilité, plus le club est puissant, plus il faut être vigilant à l'équilibre. Donc je fais très attention à ma position de départ, ma posture, toujours posture idéale. Le grip, l'alignement, et de là, je joue avec du rythme. Alors, la grande différence entre les fers et les bois, je vais arriver au bois bientôt, c'est que les fers, comme vous le voyez, je prends toujours un petit peu d'air. On prend toujours la balle légèrement en descendant avec les fers. Le fer arrive dans une phase légèrement descendante au moment de l'impact. Il faut imaginer que le club arrive légèrement comme ça au moment où je touche la balle. Allez, je vais jouer un coup de fer 3, qui est le fer le plus puissant de mon sac, sachant que le fer 2 et le fer 1 n'existent plus beaucoup. On n'en voit plus dans les sacs, même pas chez les professionnels, puisqu'ils ont été remplacés par les clubs hybrides. Donc le fer 3 est un club assez compliqué. Il va falloir que je sois très vigilant à ma position de départ, à mon grip, et de là, je joue avec beaucoup de rythme. Alors, avec les fers, on peut mettre des effets. Je vais vous faire quelques démonstrations. Plus le club est fermé, plus c'est facile de mettre un effet. Mais bon, c'est souvent involontaire les effets, hein, donc il faut faire attention. Ici, je vais prendre un fer 5. On peut faire tourner la balle de gauche à droite, par exemple. Donc là, je vais aligner mes pieds à gauche, de manière à couper la balle. J'oriente ma face de club là où je veux que ma balle arrive, et puis je joue dans le sens des pieds. La balle devrait partir à gauche et revenir au centre. On voit très bien cette trajectoire gauche-droite. On peut faire l'inverse, faire une balle qui part à droite, qui revient à gauche. Donc pour ça, j'oriente mes pieds à droite, je swing dans l'axe des pieds, le club va sortir à droite et va revenir vers la cible parce que le club regarde vers la cible. On voit très bien cette trajectoire droite-gauche. Alors je joue maintenant le coup d'hybride, qui est là. Alors l'hybride a remplacé le fer 1 ou fer 2. Celui-ci correspond à un fer numéro 2. La position de départ est à peu près identique à celle des fers. C'est un club qu'on joue un peu plus comme les fers que comme les bois. Encore qu'on peut jouer un peu comme les deux. Mais c'est un club très puissant, donc j'ai pas besoin de forcer. Il est puissant de nature, c'est une balle qui va partir loin toute seule. C'est une balle qui est très puissante alors que je n'ai pas besoin de forcer. Maintenant on va passer au bois. Alors le bois 3, c'est un bois qu'on peut taper directement sur l'herbe. Je n'ai pas besoin de tee. Évidemment si je suis au départ je mettrai un tee pour le jouer, mais je peux également le jouer directement sur l'herbe, ça pose absolument aucun problème. Je me mets en place. Ce qu'il faut savoir avec les bois, c'est que contrairement au fer, les bois vont être pris légèrement en remontant. Le bois 3, il va être, je dirais, assez tangentiel, c'est-à-dire qu'on ne va pas le prendre ni en descendant ni en remontant, mais plutôt au moment où le club frôle le sol, en étant ni en descente ni en remontée, donc à son point le plus bas du cercle. Un cercle de club descend, 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 il arrive à son point le plus bas, ben c'est ici que j'aimerais taper la balle avec le bois 3, puis après il va remonter. Donc je me mets en place et je vais chercher à prendre cette balle sans divot, sans arracher d'herbe, juste le plus clean possible. Alors on sent que c'est un coup qui est très puissant, c'est un coup qu'il faut savoir faire parce que le bois 3 peut vous aider beaucoup
depuis le fairway. Et là, je vais prendre le driver. Alors le driver, c'est un club qu'on utilise uniquement sur tee. Alors je vais prendre une balle comme celle-ci, je mets un tee. Et là, le driver, c'est un club qui est assez exigeant, assez capricieux, on pourrait dire. C'est un club qui prend beaucoup d'effets, même quand on ne veut pas les mettre. C'est ça le problème du driver. C'est un club très puissant. L'erreur des gens, d'une manière générale, l'erreur des golfeurs, c'est de vouloir forcer parce que c'est un club puissant, alors que, je le répète souvent, pas besoin de forcer si c'est un club puissant. Il est plus long, il est volumineux, il va retransmettre beaucoup d'énergie à la balle. Il a une face de club qui est très fermée, celle-ci fait 8,5 degrés d'ouverture, c'est faible. C'est autant d'éléments qui font que cette balle sera puissante de nature, donc vraiment pas besoin d'en rajouter. Je me mets en place et je cherche simplement à faire vivre mon club autour de moi. Alors toujours beaucoup d'équilibre dès la position de départ, beaucoup d'équilibre au finish et j'envoie la balle avec beaucoup de relâchement. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la technique du golf, vraiment pour commencer. J'insiste encore une fois, vraiment lourdement sur l'intérêt des fondamentaux. Grip, alignement, posture, position de la balle, le stance. Et puis après, il y a quelques fondamentaux dynamiques qui seront le transfert de poids, le relâchement et surtout le rythme. C'est ça qui est important. N'essayez pas d'agresser votre club, n'essayez pas d'agresser la balle. C'est un balancier le swing. Je cherche simplement à faire balancer le club. Alors, un dernier point ici, vous avez vu qu'à la fin de mon geste, j'ai toujours cet équilibre, c'est la position de finish. J'insiste toujours sur cette position-là. Le finish n'est pas anecdotique. Ce n'est pas parce que la balle est partie que ce que je fais au finish n'a pas d'importance. Bien au contraire. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui se passe au finish est déterminé par ce qui se passe avant. Donc si vous avez envie de faire un beau finish, si votre corps fait un beau finish, ça voudra dire que le club est passé d'une certaine manière au moment de l'impact. Et c'est ça qui est important. Alors ici, ma balle est très proche du green. On voit qu'elle est à moins d'1 mètre du green. Alors je pourrais prendre putter, c'est ce qui est certainement le plus facile, prendre le putter, la faire rouler. Mais bon, parfois, il arrive que l'avant-green, comme on l'appelle, soit pas très régulier et qu'on ait du mal à anticiper la roule qu'aura la balle sur une herbe pas très bien tondue comme sur le green. Alors là, je vais faire une approche roulée. Je dois la faire voler juste cette distance-là et rouler tout le reste. J'ai pris ici un fair 7. C'est un club qui fait plus rouler la balle que voler. Je fais mon petit balancier, ça ressemble à un putt. Alors toujours... un bon équilibre, une bonne posture, j'ai les pieds légèrement orientés à gauche, le poids sur la jambe gauche, les mains en avant. Et de là, je crée juste un petit balancier, en toute simplicité. Dans cette situation, je suis contraint de faire une approche dite levée. Alors la différence avec l'approche roulée, elle roule plus que ce qu'elle ne vole, et l'approche levée, elle va en principe rouler un peu moins que ce qu'elle ne vole. De toute façon, compte tenu de cette situation, je suis en plus en contrebas du green, donc je vais être obligé de la faire voler assez fortement pour qu'elle tombe sur le green et qu'elle s'arrête relativement vite. Alors pour ça, j'ai utilisé le sand wedge. La technique à proprement dite n'est pas très différente de la technique de l'approche roulée. À la différence que, puisque j'ai pris le sand wedge et que c'est un club qui est moins puissant, je vais être obligé de faire un balancier un peu plus important. Je me mets en place, je prends à peu près la même position, le même grip, les pieds orientés à gauche, le poids majoritairement positionné sur la jambe gauche, les mains légèrement en avant, puis à partir de là, je vais faire mon balancier. Mais avec un balancier avec un peu plus d'importance. Et à partir du moment où mon balancier est un petit peu plus ample, on va sentir que les poignets ici, les poignets ont tendance à réagir. Donc je ne cherche pas à armer volontairement les poignets, mais dans une logique de balancier un peu plus important, les poignets vont réagir. Je me mets en place, je visualise toujours l'endroit où je veux faire tomber la balle, c'est-à-dire au début du green, dans l'idéal dans les 3 mètres entrée de green, et je vais la laisser rouler tout le reste du temps. Toujours faire un coup d'essai, et on y va. La technique de la sortie de bunker, elle n'est pas très compliquée, il faut vraiment comprendre comment ça se passe. J'utilise évidemment le sand wedge, qui est un club spécialement conçu pour sortir du bunker. Il a une particularité ce sand wedge, c'est qu'ici, il a un rebond, une lamelle métallique, un socle métallique très épais. Et le but, ça va être de faire rebondir cette semelle métallique sous la balle, ce qui veut dire que je ne vais pas toucher la balle. Je vais taper dans le sable avant la balle, le club va glisser sous la balle, et va expulser une certaine quantité de sable. Et dans le sable, il se trouve que la balle sortira avec. Alors, je me mets en place.
Toujours pareil, les bons appuis, posture, le grip. Et de là, ce qu'il faut, c'est donner un petit peu de vitesse. Être positif dans la traversée, bien accompagné, parce que le sable étant lourd, le danger, c'est de tuer la vitesse du club au moment où il contactera le sable. Et là, j'aurai pas assez de vitesse pour sortir la balle, tout simplement. Donc l'intérêt, c'est de toujours accélérer et de sortir beaucoup de sable. C'est une fois sur le green que je vais utiliser mon putter. Le putter est un club qui fait uniquement rouler la balle. Je n'ai pas pour objectif de faire voler la balle une fois que je suis sur le green. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile de la faire rouler, évidemment. Alors, le putter, quelque chose de simple, quelques éléments simples. Première chose, bien souvent, les joueurs enlèvent leurs gants. Pourquoi? Simplement parce que le gant donne une bonne accroche sur les fers et les bois quand on swing la balle. Donc, il n'est pas vraiment justifié. Puis en plus, on a l'habitude de dire que ça donne un petit peu plus de sensation. Alors, le mouvement du putter est assez simple. La première chose, c'est de prendre un bon grip. Les 2 pouces sont au milieu, ici, et je dois connecter les 2 mains d'une manière ou d'une autre. Ici, moi, ce que j'aime bien faire, c'est allonger l'index de la main gauche pour le positionner sur les doigts de la main droite, comme ceci. À partir de là, je veux que mon putter soit parfaitement à plat, et je veux avoir les yeux vraiment au-dessus de la balle. Une fois que je suis dans cette position, je cherche une posture très équilibrée, et bien là, il sera temps de créer un vrai balancier. Je ne cherche surtout pas à jouer avec les poignets, ce n'est vraiment qu'un balancier de l'arrière vers l'avant. Et tout le challenge du putt, c'est de trouver le bon dosage. Alors là, je suis à peu près à 7-8 mètres du trou. Quel balancier, quelle amplitude de balancier ai-je besoin pour envoyer la balle jusqu'au trou? Alors je fais mon balancier, j'accompagne toujours le mouvement, et puis j'exécute. Alors là, je l'ai bien dosé. Je ne vais pas rentrer dans le trou, évidemment, c'est pas si simple, hein, à plus que 2 mètres, on ne peut pas exiger même plus d'1,20 m en réalité, on ne peut pas vraiment s'en vouloir de ne pas la rentrer. Mais voilà, ça c'est le mouvement du putter. Alors faites bien attention, ne négligez pas le putting parce que dès que le score va compter pour vous, dès que vous allez vraiment compter votre score, eh bien vous verrez qu'au putting, il y a beaucoup de coups à sauver. Vous voyez cette motte de terre qui vient de partir, je vais la chercher, ça s'appelle un divot. Alors s'il fait un divot, c'est plutôt normal. Ce qui serait normal, ce serait de ne pas le replacer. Alors systématiquement, quand j'enlève une motte de terre comme celle-ci, je la récupère, je la positionne à son endroit d'origine, on appuie dessus avec le pied et l'herbe va pouvoir repousser naturellement. La balle vient de tomber sur le green et comme vous l'avez vu, elle a marqué le green, c'est-à-dire qu'elle a fait un trou, on appelle ça un pitch. Il faut toujours relever ces pitchs parce que sinon, de la mousse va se mettre à l'intérieur de ce trou-là et ça va abîmer le green. Je prends un tee, on pourrait prendre un left pitch, encore plus simple. Je prends un tee, je décompacte la terre autour, un petit coup de putter et le green va repartir très facilement, on ne verra plus rien. La sécurité est très importante sur le parcours. Je vais toujours faire attention à 2 choses. La première, c'est au club. Ne jamais se placer derrière un joueur ou sur le côté ici, parce que le club ici génère énormément d'énergie. Et de se prendre un coup de club, je vous garantis que ça ne peut pas faire de bien, vous le savez bien. Et une deuxième chose, c'est la balle. Donc lorsque je joue avec des partenaires de jeu, je ne vais jamais me placer en avant du joueur parce que la balle peut partir un peu n'importe où. Je ne vais pas me placer non plus derrière lui parce que là je me mets en danger par rapport au club. Bref, le rectangle idéal, c'est un rectangle qui part un petit peu au-delà de la balle sur le côté, devant, en arrière du joueur. Là devant, je vois que j'ai des joueurs devant moi, donc d'une part je ne vais pas parler trop fort pour ne pas les déranger. Il faut respecter le silence du parcours parce que ça peut déranger les joueurs. Et puis je ne vais surtout pas jouer tant qu'ils sont à portée. C'est-à-dire que je vais vraiment attendre qu'ils aient quitté le green, ou si j'avais mis une balle en jeu, je vais vraiment attendre d'être sûr de ne pas pouvoir les atteindre pour jouer mon coup. Alors je ne parle pas fort parce qu'il y a quelqu'un qui va passer. Là je joue avec 3 autres joueurs, nous sommes une partie de 4. Derrière nous avons une partie de 2 joueurs. La partie de 2 a priorité sur la partie de 4. C'est-à-dire que évidemment à 2 joueurs ils vont plus vite que nous. Et on leur a fait signe de passer. Et lorsque ces joueurs-là passent, je fais bien attention à mettre en sécurité. L'idéal, c'est de trouver un arbre. Je me cache derrière cet arbre. Et ici, si jamais la balle arrive vers moi, eh bien, je sais que je suis protégé. Alors, je viens d'arriver sur le green ici.
La cadence de jeu est très importante puisque nous sommes une partie à peu près par trou. Toutes les 10 minutes, il y a une nouvelle partie au départ et il ne faudrait pas qu'une partie soit beaucoup plus lente que les autres, sinon toutes les parties derrière vont attendre. Donc la première chose à faire, c'est toujours positionner son chariot du bon côté du trou, c'est-à-dire du côté de la sortie du green vers le départ suivant. Après, d'autres choses qui permettent d'accélérer le jeu, c'est de noter son score une fois que j'arrive sur le départ suivant. Et enfin, le plus important, c'est de jouer à son tour. C'est-à-dire qu'on est plusieurs dans une partie. Au moment où c'est à moi de jouer, je suis prêt à jouer. Ce n'est pas au moment où c'est à moi de jouer que je vais prendre la décision de mon club, savoir un peu où je vais jouer, etc. Ça, c'est une décision que j'ai prise avant que mes partenaires aient joué. À quoi correspond le classement? Je vous ai dit tout à l'heure qu'un parcours standard était d'un par 72, ce qui veut dire qu'un joueur qui partirait au 1 et arriverait au 18 en ayant joué 72 coups pour boucler la totalité du parcours a joué l'équivalent de 0. Un joueur qui jouerait par exemple 82 coups pour faire la totalité de la boucle jouerait l'équivalent de 10. Un joueur débutant commence son classement à 54, c'est-à-dire qu'il est censé faire la boucle en 126 coups. Et bien voilà, tout simplement, par rapport à vos performances en compétition, eh bien vous allez avoir un ratio de classement qui va descendre par rapport au nombre de coups mieux joués que votre classement. Donc voilà, tout simplement, souvenez-vous simplement que le classement correspond au nombre de coups joués au-dessus du par. Pour faire simple, quelqu'un qui serait 18 de classement doit jouer 90 coups sur 18 trous. Voilà, cette vidéo explicative du golf de manière un peu générale est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses, qu'elle a répondu à certaines de vos questions. Et surtout, j'espère que je vous ai donné envie de continuer, de progresser, de devenir à votre tour de vrais golfeurs passionnés pour la vie. Merci de votre attention, je vous dis à très vite. Vous commencez le golf ou vous allez bientôt commencer? Eh bien félicitations, parce que c'est le plus beau golf, le plus beau sport du monde. Ouais. Eh bien bienvenue, et vous avez raison, parce que c'est le plus beau golf du... Merde, le plus beau sport du monde. Yeah, it's fun. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses, et surtout, j'espère que vous allez venir. Je suis ici à la réception et dans le... Voilà. Si je ne mets pas la balle dans le trou, ça commence à être compliqué. Allez, fais un petit effort. Il faut que je m'entraîne un petit peu plus. Oh, do you respect, are you? How are you? Ah, fine. I'm good, yeah. So, unfortunately, the balls. I use this ball, yeah? Yeah, I have to pay for it. yeah, Yeah, sure. How much is it? yeah. What's your name? Bruno. Hello, thank you, Mana. Comment ça? Heinrich. Hendrik. Thank you, Mana. Ratisser mes traces. Donc il sera obligé de jouer dans mes traces, ce qui est très désagréable. Alors ici, c'est vraiment un obstacle d'eau latéral. La différence, c'est qu'il est en général sur... Merde. Donc la seule règle qui me reste, c'est de retourner au départ pour rejouer mon coup avec un coup de pénalité. Amateur qui est 54 de classement devrait jouer 126 coups. 126. 54. 126. Et bien voilà, cette vidéo de présentation du golf d'une manière générale est terminée. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et puis Merci de votre attention, je vous dis à très vite.